Bienvenue dans un nouvel épisode de Oui, Haïti capable. Quand on parle de développement en Haïti, on parle souvent d'économie, de sécurité et d'éducation. Mais il y a une dimension qu'on oublie trop souvent et qui pourtant conditionne tout le reste. Et aujourd'hui, nous parlons du territoire. D'où des questions. Comment organise-t-on l'espace? Comment gère-t-on les villes qui grandissent et les zones rurales qui se transforment? Comment protège-t-on les bassins versants qui nourrissent le pays? Comment fait-on en sorte que chaque territoire, et pas seulement Port-au-Prince, devienne un lieu où il est possible de vivre dignement, de produire et surtout de prospérer? Ce sont des questions fondamentales et elles sont la base même de la résilience nationale et naturellement du développement durable. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir la femme qui a la responsabilité de coordonner tout cela. Marie-Christine Stevenson, secrétaire technique du comité interministériel de l'aménagement du territoire, que tout le monde connaît comme le CIAT. Elle est installée à ce poste depuis l'année dernière, en octobre 2024. Elle a un mandat aussi complexe qu'essentiel, justement faire en sorte que la politique territoriale d'Haïti devienne une vision cohérente, alignée et capable de transformer concrètement la vie des Haïtiennes et des Haïtiens. Bonjour Madame Stevenson, un vrai plaisir de vous avoir avec nous et surtout d'avoir ces conversations sur des thématiques qui sont centrales pour le pays. Bonjour Monsieur Michon, merci pour cette invitation et félicitations pour cette excellente initiative qui s'appelle Oui Haïti capable. Et voilà, c'est l'occasion de parler d'Haïti autrement et d'ouvrir les possibles pour notre pays. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, vous avez repris le CIAT il y a à peine un an comme secrétaire exécutive. Je sais qu'au-delà de la responsabilité institutionnelle, il y a une conviction personnelle et un défi aussi dans la conduction justement des perspectives d'aménagement du territoire. Où est-ce que vous vous projetez dans un futur? Quelles sont vos ambitions? Et où est-ce que vous pensez que vous pouvez faire la différence si vous regarderez le CIAT d'ici 10 ans et c'est un peu ses résultats? Alors, effectivement, moi j'ai toujours été muée par l'inégalité socio-spatiale. Et en fait, depuis mon enfance, ça m'a toujours profondément dérangée. Comment est-ce que les enfants qui grandissent dans un même quartier n'ont pas la même trajectoire? Tout simplement parce qu'il y a des inégalités sociales, économiques, et qui se traduisent dans l'espace. Et je pense que c'est ce qui a déterminé mes choix pour l'architecture, la géographie, l'aménagement intégré des territoires, et autrement dit, le développement durable. Et donc, la possibilité de transformer l'espace en autre chose, de ne pas accepter le déterminisme géographique, le déterminisme géopolitique. Et en fait, plein de choses sont possibles lorsqu'on maîtrise en fait des techniques, lorsqu'on bâtit des alliances et lorsqu'on, en plus, le politique donne le crédit qu'il faut à des actions qui peuvent transformer. Donc, c'est en ce sens que, oui, il y a un engagement personnel et en fait, j'ai fait des études à l'extérieur et je me suis jamais projetée autre part que dans mon propre pays pour pouvoir contribuer à ma hauteur à un effort qui doit être plus large, quoi, national et tout ça. Donc oui, le défi il est immense et complexe, mais je pense qu'à chaque génération, il faut donner sa part. Donc voilà. En termes de planification, oui, il y a des outils. Moi-même, personnellement, je suis tombée un peu dans la marmite après le tremblement de terre. J'ai eu la chance, l'immense chance de contribuer à moult études de planification territoriale à différentes échelles, nationales, régionales, locales, communales, sectorielles, mais rien n'a suivi. Et ce rien-là, ce vide en termes de suivi, vraiment c'est frustrant en tant qu'urbaniste. Et c'est pourquoi je pense que l'un des plus grands challenges que nous devrons affronter, ou en tout cas corriger, c'est le challenge de la gouvernance territoriale. Donc, le CIAT a cette vocation, a cette mission institutionnelle qui lui est attribuée avec les ministères qui sont partie de son conseil même.
avec la direction du Premier ministre au plus haut niveau. Donc, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas avancer sur des agendas communs si on a en plus la gouvernance à ses côtés. Donc, évidemment, il s'agit aussi, c'est tout un défi, la gouvernance en soi. Donc, voilà. Et bien sûr, comment dire, c'est extrêmement complexe, mais en même temps, c'est très moteur, quoi. Donc, nous sommes réalistes, conscients des réalités et des défis, mais on voudrait aussi axer la conversation un peu sur les potentialités. Un peu la raison d'être de cette conversation et de ce programme, justement, c'est justement libérer le potentiel. Vous avez un parcours unique, urbaniste, vous avez fait de la planification, travaillé dans le tourisme, nous parlions il y a quelques minutes du thème de l'environnement. Vous avez un parcours justement qui vous a donné une lecture et une compréhension de différentes variables de développement. Et en regardant cette réalité et en tenant compte justement des défis, où est-ce que vous voyez ces opportunités, peut-être ces opportunités que d'autres ne voient pas? Où sont ces effets de levier aujourd'hui sur lesquels on devrait peut-être prêter attention, peut-être se coordonner et peut-être au moins travailler ensemble et peut-être investir ensemble? Absolument. C'est vrai que mon métier, c'est un métier qui nous autorise à rêver. Et on est même payé pour rêver. Parce que ce qui a été n'est pas forcément ce qui sera. Et on a la possibilité de transformer aujourd'hui des territoires pour changer les trajectoires et donc embrasser une certaine, ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire se préparer au choc, etc. Et au contraire, transformer les potentialités en richesse. Et moi, sincèrement, je suis comme une enfant dans ce pays. Vraiment, partout où je vais, je suis complètement émerveillée et je le suis sans cesse, complètement, par la faune, par la flore, par les paysages. Tout ça, ça m'impressionne. Les roches, je ne fais que collecter les roches parce que, en tant que géographe, il y a une variété de roches ici et rien que cela, c'est une immense richesse. Et bien sûr, les populations, la culture et les territoires côtiers, les montagnes, tout cela, la diversité ici, en fait, pour moi, c'est ça la première des richesses. Et c'est la diversité dans tout. Donc, ceci a déjà été écrit. Stratégiquement, le pays a déjà été. On a suffisamment pensé le territoire, au moins ces 10 dernières années, pour ne pas dire ces 50 dernières années, depuis que la planification territoriale a commencé à faire son chemin en Haïti. Il y a toute une histoire. Maintenant, il s'agit de faire. Alors, j'ai eu la chance de travailler notamment sur le plan de gestion du parc national historique Citadelle Sans Souci-Ramier, qui est notre bien culturel, le seul qui soit classé au patrimoine mondial. Rien que ce site a un potentiel d'attraction de 3 millions de visiteurs par an. Rien que celui-là. Et le pays tout entier n'attire pas 3 millions. Incroyable. Rien que ça peut devenir la Mecque de tous les afro-descendants du monde. Et il suffit d'investir là-dessus, de faire ce qu'il y a lieu de faire en termes de gouvernance, de conservation, de promotion, bien sûr, et tout cela. Donc, le Grand Nord, le Grand Sud, les îles, mon Dieu, les îles. On est en même temps un archipel. On ne parle que de la Grande Terre, mais on oublie qu'on a plus d'une dizaine, voire une cinquantaine d'îles, îlots et les presqu'îles qui constituent des territoires uniques, variés et extrêmement sophistiqués en termes de diversité, etc. Donc, rien que ça, si on se concentrait sur nos côtes, déjà, et à ce moment-là, on mettrait en place un réseau d'infrastructures qui soit adapté, rien que ça, on pourrait changer complètement le narratif en termes économiques. On peut transformer vraiment, territoire par territoire, les grandes régions du Grand Nord, du Grand Sud et le bassin de l'Artibonite, plateau central, évidemment. Mais en commençant, moi, je pense qu'il faut privilégier les côtes. Les côtes et les îles, quoi. C'est sur les côtes aussi. Et bien sûr, la zone frontalière a la possibilité également, là, c'est la partie intérieure. Il y a lieu aussi d'investir dans cette zone frontalière pour transformer la pauvreté en richesse éventuellement. On manque surtout d'investissement. Parce que ce qu'il y a lieu de faire, c'est déjà écrit, en fait. Dans le PSDH, dans Haïti demain, après le tremblement de terre que le CIAT a publié, qui montre la vision haïtienne de comment est-ce que les villes pourraient justement tirer parti
de leur richesse, de leur patrimoine naturel, de leur patrimoine agricole et tout ça, et aussi des populations qui sont là, qui sont jeunes et qui ont encore beaucoup d'énergie, beaucoup à donner. Et tous ces instruments de planification existent. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous manque? C'est le politique et la technique, et le financier. Sur le financier, il y a moyen de travailler mieux, plus intelligemment avec la diaspora et nos partenaires techniques et financiers, si seulement on partage un agenda commun et qu'il y a des instruments surtout pour pouvoir faire atterrir, ancrer des financements avec les territoires. Donc vous nous dites que la planification était faite, on sait où aller, on sait quoi faire. Qu'il y a des problèmes, disons, ou des défis structurels, gouvernance, capital. Mais dans le court terme, peut-être qu'il y a peut-être des pilotes qui peuvent donner confiance, qui peuvent justement induire à certains comportements. Est-ce qu'il y a une initiative en particulier, bien qu'elle soit petite, que vous pensez serait révélatrice, que justement dans cette logique, oui, on peut aller de l'avant, oui, il y a des histoires à succès. Vous citiez la Citadelle, peut-être c'en est une, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, une initiative en particulier, qui pourrait avoir un effet de démonstratif et peut-être induire d'autres à avoir une autre perspective et une autre, disons, une autre approche d'accompagnement et justement d'investissement dans le pays? Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que oui, on a les instruments, Schéma national d'aménagement de territoire, PSDH, tout cela. Mais ce qui a manqué, c'est certainement, comme je dis, le pilotage de cette gouvernance, de cette mise en œuvre. Mais maintenant, ce qui se passe, par exemple, dans la péninsule sud, et maintenant dans la péninsule nord aussi, on peut le dire, dans la partie septentrionale, c'est l'aspect endogène de la prise en main du développement qui est en train de se passer. Je sais que les acteurs de la péninsule sud sont en train de s'organiser en association et sont en train de créer des alliances, des réseaux avec les autorités locales, avec les universités. Et je pense que voilà des initiatives individuelles d'abord, puis collectives, qui peuvent vraiment permettre d'avoir un effet boule de neige dans les régions. Parce que à ce moment-là, l'ancrage est possible entre la planification, je peux dire, supérieure, à l'échelle nationale et régionale, et le portage local. Parce que souvent, parfois on a le financement, on a les outils de planification, puis on n'a pas le portage local. Et ça, c'est indispensable pour pouvoir permettre l'atterrissage, je peux dire, des idées de développement. Et je pense que ce autoportage des régions peut permettre effectivement de faire aboutir la vision d'une Haïti multipolaire, telle que c'était décrit dans le PSDH, le SNAT, où on a prévu de mettre en place environ 19 zones économiques structurantes, où chacune de ces zones-là serait suffisamment équipée, suffisamment riche en infrastructures scolaires, en fait, tout type d'infrastructure pour pouvoir satisfaire les besoins d'une population qui soit à peu près équivalente, par bulle, si vous voulez, bulle de vie. Et donc voilà, on peut vraiment réorganiser le territoire par région et par zone économique, mais surtout s'assurer que le portage, il soit réel, le portage endogène de ces pôles de développement. Donc voilà des initiatives qui sont tout à fait louables. Je sais qu'il y en a, par exemple, on vient à travers Haïtika, la tablette de chocolat, on vient de gagner le prix de la meilleure tablette. Et ça, c'est au Salon du chocolat de Paris, qui est vraiment un grand salon du chocolat. J'ai eu l'occasion de rencontrer, quand j'étais au ministère du Tourisme, j'ai rencontré les spécialistes du cacao. Effectivement, 1 mètre carré planté en cacao, aujourd'hui, vaut plus que 1 mètre cube de minerai d'or extrait. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la valeur du cacao, c'est de l'or, tout simplement. Et donc, c'est très recherché, très prisé. Et le cacao haïtien a de beaux jours devant lui. Mais est-ce que
les territoires qui sont couverts en cacao sont protégés? Vous avez parlé des bassins versants tout à l'heure. Est-ce que les bassins versants qui sont idéaux pour le cacao et le café, est-ce qu'ils sont à l'abri de la déforestation? Est-ce qu'ils sont à l'abri de cette économie du charbon, qui est une économie de la débrouille et une économie de l'abandon, en fait, des populations qui sont face à face avec la nature et qui n'ont d'autres ressources que celles-ci et qui ne sont pas connectées avec le marché international. Et du coup, bon, ils n'ont aucune idée de la valeur du cacao. Donc, il y a beaucoup d'efforts, d'initiatives comme celles-ci qui sont prises, oui, mais maintenant, il faut nous assurer que les sols sont préservés. Et pour ce faire, il faut vraiment organiser le territoire, pour moi, région par région, bassin versant par bassin versant. Et ça passe par la gouvernance, quoi. Et bon, un défi que je me suis lancé, c'est la mise en place, effectivement, des autorités régionales d'aménagement du territoire, telles que prévues dans l'arrêté de 2017, qui prévoit justement de doter chacune des régions. On dit qu'on en a 5, mais je pense qu'il faudrait rajouter la bande frontalière comme une région à part entière. Ça nous ferait 6, d'une autorité qui puisse permettre ce dialogue, cette interface entre le central, le local, les départements, les arrondissements, et avoir des effets justement de suivi, de contrôle et aussi d'accompagnement en termes de développement économique des territoires. Donc, voilà un immense chantier qui s'ouvre et c'est très motivant, très challenging pour moi. Et voilà, c'est une des choses, je pense, qui peut être un game changer si on arrive à doter les territoires de ces autorités et qui seront le relais à l'échelle régionale. Parce qu'en fait, tout repose sur les mairies. Aujourd'hui, il y en a 150. Et si vous allez faire un état des lieux de ces mairies, vraiment, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'elles n'ont pas ni les capacités techniques, ni les capacités financières, ni les capacités en termes de convocation. D'accord? Donc, elles sont complètement dépassées. Et ensuite, l'autre échelle, c'est certes, il y a les directions départementales, les délégations en intermédiaire, mais qui, elles aussi, n'ont pas ni les outils, ni le financement, ni la capacité de stopper quoi que ce soit à l'échelle départementale. Donc ensuite, tout de suite, c'est le central et en fait, toute décision même, toute initiative privée, tout de suite, il faut aller au plus haut niveau de l'État, attendre un décret, un moniteur, ou bien, voilà. Et ça ouvre la porte à des goulots d'étranglement qui sont multiples. Et en fait, les initiatives n'arrivent pas à prendre corps. Donc, comment est-ce qu'on peut libérer les régions, justement, en dotant les régions d'une autorité qui soit capable d'analyser les projets, qui soit en relation avec, effectivement, les plus hautes sphères de décision de l'État, mais qui puisse accompagner le développement, vraiment. Parce qu'il y en a des leviers de développement dans ces régions, il y en a plein. On a identifié au moins 10 à 11 champs sur lesquels, s'il y a de l'investissement qui aboutissent, c'est pas début d'investissement et puis rien derrière, parce qu'il y en a plein comme ça, des éléphants blancs, et bien, ça peut transformer vraiment le pôle Nord, le pôle Sud, les îles et autres. Sincèrement, j'ai fait l'inventaire quand j'étais au tourisme de plus de 10 milliards de dollars d'investissement direct étranger potentiel, rien que sur des projets touristiques. Donc, si je m'amusais à faire la même chose pour le secteur agricole, pour le secteur immobilier, pour le secteur énergétique et autres, sincèrement, on pourrait capter beaucoup plus d'investissements qu'on n'a jamais fait. Et cela passe certainement par la mise en place de mécanismes d'accompagnement et qui soient suffisamment autonomes pour pouvoir faire aboutir les choses. Vous avez parlé d'investissement, restons là-dessus, et d'alliances publiques-privées. Donc, peut-être 2 thèmes à aborder. Avant tout, nous avons une diaspora dont nous savons que les transferts vont plutôt à la consommation. Mais on a aussi une diaspora qui veut créer, qui veut bâtir, qui veut construire justement dans cette dynamique du développement du territoire. Ça, c'est une première constatation. On a aussi un secteur privé
qui se posent des questions. Est-ce que l'infrastructure est là? Est-ce que justement cette gouvernance qui me permet d'agir sans limitant mes risques et maximisant mes potentialités dans mon plan de négoce sont là? Si vous devriez leur passer un message aujourd'hui, et on a des investisseurs de la diaspora, naturellement, on peut combiner les deux, quel message vous passeriez de façon à ce que justement profiter de ces pôles? Les potentiels sont là, mais en termes pratiques, quel message vous leur passez? Disons, venez au pays, capitalisez sur cette dynamique ou une autre, et le SIAT et naturellement d'autres acteurs publics et privés sont là. Et donc, en termes concrets, quel est votre message à eux pour redynamiser? Parce que de temps en temps, on a aussi une logique qui est basée sur des perceptions qui sont incorrectes. Et comment on rend un peu ces schémas qui se basent sur peut-être des éléments qui ne sont pas totalement corrects, et comment réinstaller la confiance pour que justement le capital vienne s'associer à d'autres acteurs comme les acteurs privés, publics dans le pays. Oui, alors on a beaucoup réfléchi là-dessus, justement. Il y a plus de 4 milliards de dollars qui rentrent chaque année sur Haïti, d'après les chiffres de la Banque centrale. 4 milliards de dollars, c'est quand même pas mal. Mais c'est rien par rapport à ce qui pourrait exister, puisqu'on a quand même, si je ne m'abuse, plus de 3 millions d'Haïtiens à l'extérieur, dont une partie qui est déjà à la retraite. Donc, je peux vous dire qu'il y a des initiatives privées d'Haïtiens de la diaspora qui se sont posé la même question. Et moi, je ne suis pas spécialiste, mais il y a des spécialistes en finance qui excellent dans ce domaine, notamment aux États-Unis et en Europe. Eh bien, notre diaspora, s'il y a un message que je peux leur envoyer, c'est de s'organiser, c'est d'essayer de s'associer. Au lieu de tout simplement de transférer de l'argent pour construire une maison qui sera peut-être mal bâtie, qui sera sur un site vulnérable et donc qui représente un gros risque, premièrement, essayez de vous informer. Essayez de rentrer en contact avec des institutions. Bon, évidemment, le SIAT se porte disponible pour accompagner, bien sûr, avec les ministères qui sont directement concernés, mais surtout, il y a des outils qui doivent être développés, proposés. Et en fait, il y en a déjà quelques initiatives. Je ne veux pas les citer pour ne pas faire de la publicité. Mais déjà, si la diaspora, parce qu'en fait, il y a des diasporas déjà générationnelles, des diasporas qui sont polyglottes, des diasporas par hémisphère, si je puis dire, et bien maintenant, il s'agit de s'organiser et puis de développer ensemble, de préférence, des projets. Parce que j'en ai vu passer des projets qui sont tout à fait intéressants, mais le fait que ce soit un portage individuel, l'impact potentiel d'un tel projet est moindre. Tandis que plusieurs personnes dans un même pays ou même une même ville peuvent porter des projets et influencer mieux les politiques publiques, influencer mieux les institutions, dans le bon sens du terme, bien sûr, pas dans le sens de la corruption, bien sûr. Et de manière à ce que ce projet soit viable et qu'il soit pris au sérieux. Parce que nous avons aussi vu beaucoup de projets, entre guillemets, farfelus. Pourquoi? Parce que derrière, quand on fait le due diligence, il n'y a pas le MOU signé par le partenaire qu'on a annoncé, il n'y a pas tout ça. Et ce qui serait bien, c'est que, en tout cas, les instances qui disposent de la planification territoriale, en l'occurrence le ministère de la Planification et de la Coopération externe, le SIAT et toutes les autres instances qui sont concernées par le développement, notamment le ministère du Commerce et de l'Industrie, ce serait bien qu'on puisse rendre public toute la documentation, en fait, vulgariser la connaissance des territoires, la connaissance des potentiels et que ce soit accessible à ces porteurs potentiels de projets. Et en ce sens, bon, ce n'est pas la faute à la diaspora, c'est plutôt à l'État et, je pourrais dire, aux sphères parapubliques comme les chambres de commerce et autres, de s'enquérir de ces documents et d'accompagner, de les diffuser et d'aller au plus près
des membres de la diaspora pour pouvoir proposer des alliances qui soient gagnantes et surtout qui soient ancrées sur les territoires. Donc, moi, c'est un petit peu mon cheval de bataille. C'est pourquoi j'ai proposé de créer une unité de développement économique des territoires de manière à accompagner, non pas remplacer les instances qui sont déjà en charge de l'accompagnement des investisseurs, mais pour pouvoir renforcer, doter les instances et les partenaires des outils, je pourrais dire quasiment clés en main, pour pouvoir faire aboutir les idées. Il y a déjà un schéma d'aménagement proposé pour l'île de la Gonâve et rien que ce territoire-là, on pourrait, si on conjuguait les efforts, on pourrait transformer, donner beaucoup de travail déjà à notre jeunesse qui n'en a pas, qui est au chômage, et créer des opportunités en fait. Il faut créer des opportunités. Et le secteur tourisme, bon, il y en a d'autres bien sûr, mais je pense que vu les skills dont disposent les jeunes Haïtiens et Haïtiennes, vu notre position géostratégique au sein de la Caraïbe, il y a quand même 30 millions de visiteurs par an dans le bassin Caraïbe. D'accord? Ça génère 32 milliards de dollars. Yeah. Donc, nous ne prenons rien de ce flux, quasiment. Donc, il y a moyen, avec très peu de formation, puisque malheureusement, on a raté des étapes dans la formation de nos jeunes en termes de qualification, on peut vite les intégrer dans une industrie qui puisse leur permettre d'évoluer. Et puis, parallèlement, on pourrait travailler sur tout ce qui est biotechnologie et autres. Mais tous les nouveaux métiers déjà technologiques, les métiers de la mer, les métiers du patrimoine et autres, je veux dire, il y en a une quantité où les Haïtiens peuvent tout à fait briller et, comment dire, et l'impact peut être beaucoup plus rapide avec certains secteurs qui n'ont pas besoin de trop longue formation, je veux dire. Je vais reprendre 2 points. Vous avez parlé de bancabilité, vous avez parlé de 100 projets bancables. Est-ce que ces projets sont publics? Est-ce qu'il y aurait un espace justement de présentation de ces projets au capital de façon à justement articuler ces relations publiques-privées? Et je chevauche aussi sur la partie jeunesse qui nous intéresse énormément. Lorsqu'on parle de potentialité, si on ne parle pas de jeunesse en Haïti, j'ai l'impression qu'on a mal compris le pays. Et c'est la chose la plus évidente. Vous avez parlé de certaines expertises, mais lorsqu'on parle d'aménagement du territoire, on parle aussi d'experts en environnement, d'architectes, d'ingénieurs, d'urbanistes. Il y a toute une catégorie de jeunes qui veulent contribuer au développement du territoire, depuis le local et d'une façon différenciée. Comment on peut aussi les capter? Est-ce qu'il y a des opportunités, quelques éléments que vous pensez à ces jeunes qui se disent comment je m'insère dans le marché du travail, comment je participe, comment j'évolue, quelles sont mes perspectives? Je pense que ce sont des forces à capter. Donc ma question est multiple sur les projets bancables. Est-ce qu'il y a une interface, un espace qui serait intéressant pour justement les connecter à différentes opportunités et la partie jeunesse? Si vous me permettez les 2 questions d'un coup. D'accord. Tout d'abord, sur les projets bancables, je peux vous dire que j'avais fait l'effort de faire un inventaire pour tout ce qui avait à voir avec le tourisme. Il faudrait qu'on continue par levier, ce que j'ai appelé les 10 leviers de développement, pour sortir du piège du sous-développement que Paul Collier a décrit si bien. Et donc, c'est accessible, ce que j'ai déjà identifié. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup plus d'initiatives. Et ça mérite justement, et c'est pourquoi j'ai voulu monter cette unité, ça mérite beaucoup plus d'enquêtes, ça mérite de créer tout un portfolio de projets bancables. C'est ce que je me suis donné comme objectif, c'est justement de documenter ces projets et puis de réaliser des roadshows, de réaliser des rencontres en B2B, de faciliter justement la connexion entre le secteur financier, le secteur des assurances, le secteur public et autres, le CFI, pour voir comment nous assurer que les projets aboutissent effectivement, qu'il y a un suivi et que celui qui doit donner la signature, à un moment donné, n'oublie pas de donner sa signature, que ça ne reste pas dans un fond de tiroir, parce qu'entre-temps, on a changé de gouvernement. Donc, on a oublié ce projet et
le porteur de projet, du coup, est découragé. Donc, il faut pouvoir aller le relancer, frapper à sa porte, lui dire, écoute, tu avais déposé un projet, tu avais une idée de projet, où en es-tu? Est-ce que tu as toujours le financement? Et autres et autres. Il faut qu'il y ait, il faut qu'on en veuille, quoi. Il faut qu'on en veuille. Donc, quelque part, c'est une action de suivi, d'évaluation et vraiment de comportage des projets qu'il nous faut faire. Ça, c'est un aspect. Et donc, comment dire? Oui, pour ce qui existait déjà, et il faudrait qu'on complète par secteur. Donc, il faut des équipes et tout ça. Donc, c'est aussi un challenge au niveau du SIAD, c'est que, comme vous avez dit, il y a des urbanistes, des jeunes qui se sont formés dans ces métiers-là, économie, etc. Mais on n'est pas sans savoir que 80% de notre jeunesse, jeunes diplômés, eh ben, systématiquement, la crème s'en va. La crème, on essaye de faire du bon fromage et de temps en temps, on passe les cumières et voilà, on est obligé de partir, pas à zéro quand même, parce qu'on a quand même des jeunes qui se forment sur Internet, qui sont autodidactes. Et moi, j'en ai trouvé, tous les jours, j'enseigne aussi à l'université et même en terminale. Donc, je vois des jeunes qui sont de plus en plus autodidactes, qui ne se contentent pas d'un chemin tout tracé et qui s'activent pour avoir plusieurs diplômes en même temps. Et donc ça, je trouve que c'est assez nouveau. Et c'est de l'espoir, ça. Ça, c'est de l'espoir. Et je ne pense pas qu'ils partent pour ne pas jamais revenir. Je ne pense pas qu'ils partent pour ne jamais revenir. Maintenant, l'autre volet sur cette jeunesse, c'était comment les intégrer, n'est-ce pas? Yeah. Donc, je pense que, sincèrement, tant qu'on sera à l'intérieur d'un panier de crabes port-au-printienne, on ne va pas s'en sortir. C'est ouvrir les territoires, ouvrir les régions, qui est la seule porte de sortie pour que les jeunes puissent rester fixés dans leur département, dans leur région, pour que ces jeunes puissent se projeter eux-mêmes comme des potentiels leaders qui puissent s'approprier les politiques locales. Parce qu'on a trop tendance à tout concentrer sur l'État central, alors qu'il y a tant à faire au niveau des communes, au niveau des régions. Et je pense que l'échelle régionale peut être une échelle, et c'est pourquoi, à travers les autorités régionales d'aménagement de territoire, on espère travailler en réseau avec les universités et donner des opportunités aux jeunes qui sont formés dans les métiers qui ont à voir de près ou de loin avec la maîtrise d'œuvre territoriale ou autres, mais qui peuvent contribuer de manière active à la veille territoriale, à la promotion territoriale, à l'investissement, justement, en prenant leurs propres initiatives et autres. Je pense que vraiment les régions, travailler sur les pôles de compétitivité régionale, ça peut ouvrir beaucoup de perspectives pour nos jeunes. Parce que tout est centré ici et bon, tout le monde pense qu'ils doivent, ils essaient de prendre des initiatives, mais ils sont trop isolés. Donc, si à l'échelle régionale, on peut interconnecter les initiatives privées d'une certaine taille avec les initiatives publiques, avec les ONG, avec les universités, là, on peut faire une différence. Il y a tous les ingrédients là pour pouvoir intégrer des stagiaires, pour pouvoir leur permettre d'être dans un réseau beaucoup plus large et de pouvoir donner plus de résultats localement parce qu'il y a tout à faire en fait. Il y a tout à faire et les initiatives peuvent être, l'impact est beaucoup plus important et immédiat parce qu'il n'y a rien. Vous avez raison. Jeunesse, je reste là-dessus. Et vous avez parlé de 10 effets de levier. Et je sais que vous avez mentionné quelque chose dessus. Le digital. Vous avez parlé d'une jeunesse qui aujourd'hui est autodidacte, beaucoup entrepreneuse en termes d'attitude, qui domine l'outil digital, qui a d'autres points de repère, ne serait-ce qu'à l'accès à l'information que cela le permet, des instruments.
Aujourd'hui, on voit qu'il y a un écosystème naissant, ne serait-ce que pour l'intelligence artificielle. Il y a différents acteurs qui se positionnent dans le public, dans le privé, commençons par des développeurs. Comment vous voyez cette dynamique, sachant que Haïti a beaucoup apporté, en termes de potentialité, et ce n'est pas simplement des industries, disons, plus traditionnelles comme le cacao, qui est important, hein, mais aussi des éléments naissants comme l'économie digitale. Où est-ce que vous voyez cette jeunesse et ces opportunités que l'on peut leur offrir, sachant qu'elle est là, elle ne demande que ça. Et on constate qu'aujourd'hui, elle se positionne, et nous voyons de plus en plus de jeunes développeurs dans les technologies de l'information, aussi en intelligence artificielle, ce qui nous montre qu'il y a une ébullition, une naissance d'une nouvelle économie, et celle-là, il faut la potentialité. Alors, je vais peut-être répondre par une anecdote. Je suis actuellement vice-présidente de la Chambre des métiers et d'artisanat d'Haïti. J'étais présidente les années précédentes. On a fait une expérience d'incubateur de la mode. Incubateur de la mode basé sur certains métiers de l'artisanat, dont le cuir, le travail sur perles, le textile. Bon, c'est-à-dire, on ne produit pas de textile, mais en fait, tout ce qui est couture, etc., crochet, etc. Cette expérience-là, ça s'est produit durant le COVID. Donc, les locs et COVID conjugués. Eh bien, on a vu avec stupéfaction des jeunes qui, certains travaillaient dans des institutions, et ces jeunes se sont versés, mais complètement dans l'artisanat, complètement pendant le COVID. Et c'était leur source de revenus principale. Ils suivaient la formation et, mine de rien, on avait donné des cours de marketing digital, etc., etc. Eh bien, entre-temps, on a appris d'eux. Pendant qu'on voulait leur donner des cours pour apprendre à faire Instagram, etc., en fait, certains étaient super forts déjà et savaient comment déjà utiliser le WhatsApp pour faire le marketing. Ils savaient comment, enfin, plein de choses déjà. Et certains, je me suis rendu compte, vendaient, en fait, en plein COVID, ils avaient des commandes dans des pays, mais complètement éloignés. Pourquoi? Parce qu'il y a un savoir-faire qui est préservé ici, notamment le crochet. Ce sont des savoir-faire. Comment les métiers manuels, en fait, utilisent les supports digitaux pour pouvoir s'exporter. Et on a été impressionnés par la quantité de jeunes qui étaient déjà connectés avec le monde alors qu'on était fermés. Et suite à cela, donc, on a fait des sondages et tout ça, on a vu qu'ils s'étaient formés en ligne et tout ça. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est tous les métiers qui viennent en support de cette créativité, notamment le design de la mode. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, on peut le faire, bien sûr, mais ça nous prend beaucoup plus de temps. Par exemple, tout ce qui est faire le patron. On fait le patron à la main, ensuite on découpe, etc. Et ça ne se fait plus si on veut être compétitif. Ça ne se fait plus. Donc, on a fait des formations, justement, et j'ai trouvé des jeunes, parce que j'avais fait un appel à candidature, j'ai trouvé des vingtaines de jeunes qui étaient intéressés pour pouvoir participer à la formation, mais aussi qui savaient déjà, qui s'étaient formés en ligne pour le dessin assisté par ordinateur, pour la mode. Mais il n'y a pas d'école pour ça. Rien que ce domaine-là, je pense que c'est un domaine très, très, très stratégique pour Haïti et qui permettrait justement de connecter les savoir-faire depuis Haïti au monde entier, en fait. Et si on veut mettre une poche, mettre un zip, etc., mettre de la perle sur une poche, etc., eh bien, c'est tout à fait possible tout en restant chez soi et en connectant ces jeunes et les porteurs des traditions. Et on a fait cette expérience, c'était assez intéressant. Et comme je vous ai dit, on ne s'attendait pas à avoir autant de jeunes qui disposent du savoir-faire. En fait, ils s'étaient formés tout seuls en ligne. Si vous faites un sondage pour savoir combien de jeunes disposent de diplômes
pris en ligne, vous seriez étonné. Bon, je voulais terminer sur peut-être une constatation. Donc, Haïti regorge d'actifs. Sa jeunesse, un territoire extrêmement riche, une capacité artistique, culturelle, un patrimoine historique, et je ne fais qu'en citer quelques-uns. Et donc, je voudrais que vous terminiez en adressant un message à cette jeunesse et aussi aux investisseurs. Un message de confiance de cette opportunité que vous voyez et que vous essayez de promouvoir d'une façon, comment ça s'appelle, journalière dans votre travail. Quel message vous leur adressez? Sachant pour sortir un peu des messages journaliers que l'on a à travers la presse qui donnent une certaine réalité qui est là, mais aussi en mettant l'accent sur une diversité du patrimoine et de la géographie haïtienne. Pas toutes les réalités que l'on connaît qui sont transmises dans la presse affectent le pays. Il y a d'autres réalités, il y a d'autres opportunités. Est-ce qu'on peut nuancer ça et comment justement motiver cette jeunesse qui veut participer, ces entrepreneurs qui sont intéressés? Je voudrais vous laisser terminer et vous adresser aux téléspectateurs de façon à ce qu'ils aient votre dernière parole de conclusion et j'espère, de motivation et d'espérance comme vous l'avez porté pendant cet échange. Alors, si je devais leur envoyer un message, ce serait celui-ci. Ne partez pas. Ou si vous partez, revenez. Revenez avec beaucoup plus d'idées. Revenez avec les réseaux. Et surtout, formez-vous. Ceux qui sont là, formez-vous. Utilisez les outils digitaux qui existent pour pouvoir élargir vos perspectives. Et les institutions doivent pouvoir vous donner les services appropriés. Et pour cela, il faut vous organiser. Il faut vous investir. Il faut épouser votre territoire, votre région, les acteurs de cette région et constituer vraiment une force de transformation sociale, économique et territoriale. Merci. Et aux investisseurs, qu'est-ce que vous leur diriez? Aux investisseurs, je leur aurais dit, j'ai envie de dire, n'ayez pas peur, mais quand même, on doit avouer qu'il faut travailler, il faut que l'écosystème soit complété. Donc, il n'est pas complet pour l'instant, mais de votre point de vue, il y a des choses qui peuvent changer. Et n'essayez pas seulement de tirer profit aujourd'hui de ce que vous pouvez tirer dans les territoires. Essayez de vous organiser, constituer des plateformes, faites des jeux d'influence, oui, mais de manière constructive et non extractive. Parce que ce territoire, il est riche, il est abondant, il est pas extensible malheureusement et il est extrêmement fragile. Donc si on veut pouvoir compter sur des ressources demain, eh bien il faut préserver ce que nous avons aujourd'hui. Donc merci et j'espère qu'on aura d'autres occasions. C'est moi qui vous remercie. Oui, Haïti capable. Oui, Haïti capable et encore merci pour avant tout votre détermination, votre conviction. On le voit dans votre travail. Et surtout le rôle que le SIAD joue, justement, d'apporter une vision du territoire dans une construction, dans une coordination des différents acteurs, et justement, prenons un avenir meilleur que nous voulons tous pour Haïti. Encore merci d'être avec nous, c'était un vrai plaisir. Merci, ce sera toujours un plaisir de bientôt, partager les idées avec vous. Très bien. Ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui, ce n'est pas justement de la planification technique. C'est surtout l'idée qu'Haïti peut organiser son espace autrement, arrêter de subir le territoire et commencer à le penser, à le protéger, à le développer intelligemment. Pendant trop longtemps, les choses se sont faites peut-être par hasard. Les villes grossissaient sans plan, les campagnes se dégradaient, on reconstruisait peut-être exactement au même endroit, de la même manière. Vous dites aujourd'hui, Madame Stevenson, qu'il y a une autre voie, une voie où chaque région d'Haïti a sa place et son potentiel. Vous vous rappelez aussi que ce travail ne peut pas se faire sans la participation de tous et de toutes, en commençant par les entrepreneurs, les jeunes, la diaspora et tous les citoyens. C'est ça, oui, Haïti capable. Croire que le pays peut faire mieux, concrètement, territoire par territoire, projet par projet. Les bassins versants, protégés aujourd'hui, c'est la sécurité alimentaire de demain. Les plans d'urbanisme, ce sont des villes viables pour des générations futures. Les infrastructures, ce sont des emplois et des opportunités. Oui, Haïti capable, parce qu'Haïti a des leaders comme Mme Stevenson qui refusent la fatalité et des territoires qui ne demandent qu'à révéler leur potentiel. Merci de nous avoir suivis. Partagez cet épisode. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Oui, Haïti capable.
À bientôt. L'avenir d'Haïti se construit aussi là où vous êtes. Continuez à croire, continuez à agir. Oui, Haïti capable.